Du coup, on va démarrer. Je pense que les retardataires nous rejoindront et de midi 5, on va y aller. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Julie Pape. Je travaille chez Assure One et avec Netbox donc depuis quelques mois. Donc, je suis chargée de conformité au sein de l'entreprise. Donc, je traite tous les sujets de conformité et notamment la mise en conformité de l'entreprise à la directive de distribution d'assurance qui va nous intéresser aujourd'hui puisqu'on va aborder un des axes de la directive qui est donc la rémunération des intermédiaires et la prévention des conflits d'intérêts. Donc voilà, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés après, j'ai coupé les micros de tout le monde pour éviter qu'on ait des interférences, etc. et des bruits de fond. Donc si vous avez une question à poser ou une remarque, vous pouvez écrire dans la partie conversation. Évitez d'écrire dans la partie questions-réponses, parce que j'ai qu'un écran, donc je ne peux pas mettre tous les différentes fenêtres sur mon écran, donc je regarde uniquement la partie conversation. Je pourrais revenir au pire des cas sur la partie questions-réponses à la fin. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la conversation et j'y répondrai entre chaque partie. J'essaierai d'y répondre. Au pire, à la fin du webinaire. Donc aujourd'hui, on est là donc, pour aborder le sujet de la rémunération des intermédiaires et de la conformité à la DDA. Donc la DDA qui est donc la directive de distribution d'assurance, censée être en vigueur par rapport à ce texte depuis le 1er octobre 2018. Donc la DDA, c'est 4 axes principaux. Hein. On n'a pas seulement la rémunération, on a aussi tout le sujet donc, du devoir de conseil, de la capacité professionnelle, la formation, la gouvernance et la surveillance produit. Et le 4e axe, justement, c'est la rémunération et les conflits d'intérêts. Donc la DDA est venue vraiment encadrer strictement les modes de rémunération des distributeurs de produits d'assurance. Donc elle nous impose vraiment de mettre en place un système de rémunération qui permette de prévenir les conflits d'intérêts. C'est deux notions qui sont liées, conflit d'intérêts et rémunération. Donc on va revenir sur ces deux notions après. Donc ce qu'il faut retenir comme principes généraux par rapport au système de rémunération qu'on met en place en tant qu'intermédiaire d'assurance, c'est qu'il faut toujours avoir en tête cette obligation qu'on a d'agir au mieux des intérêts de nos clients. Il faut aussi retenir le principe de transparence de la rémunération perçue. On se doit d'être transparent sur la rémunération que l'on perçoit par rapport au contrat que l'on distribue. Ça s'applique à tous les distributeurs et à tous les personnels des distributeurs et ça concerne l'ensemble des produits d'assurance, peu importe les risques. Donc ça, c'est les principes généraux. Et ce que je disais, c'était que donc la notion de rémunération et de conflit d'intérêts étaient liées. Pourquoi? Donc déjà, donc, un conflit d'intérêts se présente à quel moment? Il se présente dès lors que nos intérêts personnels prévaut sur les intérêts de l'entreprise, les intérêts d'un partenaire ou les intérêts d'un client. Donc dès lors qu'on va privilégier nos intérêts par rapport à ceux de nos clients, on va considérer qu'il peut y avoir conflit d'intérêts. On doit toujours agir avec une indépendance et une neutralité. Donc les questions à se poser pour se demander s'il y a conflit d'intérêts, c'est par exemple s'il y a un gain financier susceptible d'être réalisé au détriment d'un client, c'est-à-dire que je vais distribuer un produit parce qu'il y a une surcommission sur ce produit, je vais avoir un gain financier alors que mon client peut-être ce produit ne lui correspond pas. Donc là, on va privilégier donc, ce gain financier plutôt que l'intérêt du client, donc on a conflit d'intérêts. À l'inverse, on peut avoir aussi les pertes financières qui seraient susceptibles d'être évitées, encore une fois, au détriment du client. Donc les questions à se poser, c'est ça. À partir du moment où notre intérêt passe avant celui du client, on peut avoir un conflit d'intérêt potentiel. Hop. Donc, les exemples de conflits d'intérêt, j'en ai mis 2 ici. Donc, par exemple, le fait de privilégier une offre par facilité de gestion ou simplicité de souscription. On a 2 produits qu'on peut proposer à un client. Il y a un produit qui est bien mieux adapté, mais l'autre produit, comme il bénéficie d'une procédure plus simple, plus fluide, je vais le privilégier plutôt que l'autre. Donc, je ne satisfais pas l'intérêt du client, mais je satisfais mon intérêt en lui proposant un produit avec une procédure plus simple.
Ou l'autre cas classique de conflit d'intérêt, c'est de proposer un produit plutôt qu'un autre parce que le produit que je vais proposer à mon client est surcommissionné et donc j'ai un intérêt financier. Donc ça, c'est un conflit d'intérêt qui peut arriver parce que la rémunération est vraiment une source potentielle de conflit d'intérêt. C'est pour ça que ces deux notions, conflit d'intérêt et rémunération, sont traitées ensemble et ont un vrai lien. Donc après, la rémunération, ce n'est pas la seule source de conflit d'intérêt. Là, c'est la source principale, parce qu'on va traiter ce sujet aujourd'hui, mais on peut avoir d'autres sources de conflit d'intérêt. Donc la rémunération, c'est quoi? Donc la DDA retient une définition très large de la rémunération. On n'est pas simplement sur un salaire en tant que tel, par exemple, on est vraiment sur une définition large qui inclut donc, comme vous voyez sur l'écran, toute commission, tout honoraire, tout avantage de toute autre nature ou tout autre type de paiement. Donc, c'est une définition très large qui est retenue par la DDA ici, et on va revenir en deuxième partie du webinaire sur chacune de ces notions. Donc, dans un premier temps, on va reprendre en fait les différents principes de la DDA, les conditions que la DDA nous impose par rapport à cette rémunération. Il y a trois grands principes, on peut les diviser en trois principes. Le premier principe, c'est que la rémunération ne doit pas avoir d'effet négatif sur le client. Le deuxième, c'est qu'elle doit être justifiée par des critères objectifs. Et le troisième, c'est qu'on doit être transparent par rapport au mode de rémunération perçu. Donc on va revenir sur chacun de ces principes. Le premier, c'est donc que la rémunération ne doit pas avoir d'effet négatif sur le client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne doit pas être dictée uniquement par une incitation financière. Ce point-là, il est repris clairement dans les textes de loi, donc dans l'article 17 notamment de la directive, où on nous demande, on nous dit qu'on doit veiller à ce que les distributeurs ne soient pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui aille à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients. Donc encore une fois, on voit bien que c'est toujours cette obligation d'agir au mieux des intérêts du client et on ne doit pas mettre en place des systèmes de rémunération qui vont à l'encontre de ça. Des systèmes de rémunération qui vont à l'encontre des intérêts des clients. Donc ça permet vraiment de supprimer finalement toutes les mauvaises pratiques qu'il pourrait y avoir et qui iraient à l'encontre des clients et alors à l'encontre de notre obligation d'agir de manière loyale, honnête et impartiale. Ça, c'est le principe de base. Donc, par rapport à ce principe, les points de vigilance, c'est quoi? C'est qu'il faut éviter les systèmes de rémunération trop incitatifs qui risqueraient donc d'entraîner les commerciaux à ne rechercher que la maximisation de la rémunération. Par exemple, les systèmes de rémunération qui vont dire, grosso modo, plus vous vendez, plus vous aurez des commissions, des surcommissions, une rémunération importante. Dès lors qu'on n'est que sur cette recherche de volume et sur des critères de rémunération uniquement quantitatifs, on n'est pas bon. Donc ça, c'est à éviter. On évite aussi tous les systèmes de rémunération qui pourraient encourager à recommander un produit en particulier plutôt qu'un autre qui correspondrait mieux. Donc ça, c'est par exemple si on a des surcommission sur un seul produit de la gamme qu'on propose et que du coup, on va être tenté, encouragé peut-être de recommander uniquement ce produit-là plutôt que les autres, alors que les autres produits correspondent bien mieux aux besoins du client. Donc là, on aurait également un conflit d'intérêts. Donc c'est vraiment les systèmes qu'il faut éviter, c'est d'avoir un seul produit surcommissionné et de mettre en place des systèmes de rémunération trop incitatifs. Donc, le deuxième principe ensuite qu'il faut appliquer, que la DDA nous impose, c'est que la rémunération elle doit être justifiée par des critères objectifs. Critères objectifs, ça veut dire qu'on ne peut pas fonder notre système de rémunération uniquement sur du quantitatif, du volume. On ne peut pas simplement dire, sur la politique de rémunération de variables, ne peut pas être fondée uniquement sur un nombre de contrats à vendre. On est obligé d'intégrer des critères qualitatifs. Donc, c'est des mécanismes d'évaluation des performances qui intègrent des critères qualitatifs appropriés qui peuvent refléter notamment donc, la conformité de la réglementation applicable, c'est-à-dire que si le personnel applique correctement la réglementation, applique un devoir de conseil de qualité, remet bien toutes les informations précontractuelles telles que l'IPID ou la fiche d'info conseil,
étant donné que la réglementation est bien appliquée, on peut avoir ce critère pour moduler la rémunération et valider, entre guillemets, le variable. On peut avoir aussi la qualité des services fournis ou la satisfaction de la clientèle. Donc, quelques exemples de critères qualitatifs, si on rentre un peu dans le détail, on peut avoir le nombre de réclamations. Si on a peu de réclamations, on va considérer que les critères qualitatifs est rempli et donc ça va valider la rémunération variable. À l'inverse, si on a beaucoup de réclamations, on va se rendre compte peut-être que le devoir de conseil n'est pas forcément de qualité, qu'il y a eu des problèmes, que le dossier n'est pas forcément complet ou qu'il y a des renonciations, etc. Là, si ces critères ne sont pas remplis, ça va à l'inverse venir moduler la rémunération et potentiellement baisser le variable du personnel, par exemple. Donc c'est important dans les politiques de rémunération qu'on met en place de vraiment prévoir pour la partie variable des critères qualitatifs qui vont venir moduler la rémunération. Donc la DDA ne nous interdit pas de mettre en place du quantitatif et de dire que plus on vend et dans ce cas-là, plus la rémunération variable peut être importante. On a le droit, mais il faut contrebalancer en mettant en place des critères qualitatifs. Donc après, tout dépend du type de structure que vous avez, mais voilà, on a quelques exemples ici de critères, donc les réclamations, le nombre de renonciations, de résiliation, la complétude du dossier client, la qualité du devoir de conseil, ou encore le taux de chute ou le taux de rétention. Ensuite, le dernier principe que nous impose la DDA, c'est la transparence. Donc, en tant qu'intermédiaire, on est dans l'obligation de communiquer auprès du client sur 2 points. Le premier point, c'est sur les éventuels conflits d'intérêts. Donc, avant la conclusion du contrat, on est censé communiquer sur les éventuels conflits d'intérêts, donc tous les liens capitalistiques qui pourraient exister entre vous et les organismes assureurs et des produits que l'on propose. Donc, le cas échéant, en plus, si le client demande, on est censé communiquer toute la liste des assureurs avec lesquels on travaille. Donc, nous, côté Netvox, ce qu'on fait, c'est justement que les informations de ce type, elles figurent sur la fiche d'information conseil que vous devez remettre au client avant la souscription. Donc, sur cette fiche, on a bien la liste des assureurs avec lesquels on travaille, ce qui permet de remplir notre obligation d'information et de transparence sur ce point-là. Et le deuxième point sur lequel il faut communiquer, c'est sur la rémunération. Donc, avant la conclusion du contrat également, vous devez communiquer sur la nature et le mode de rémunération perçu. Donc, ce n'est pas sur le mode de calcul. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer comment la rémunération est calculée, mais il faut indiquer le mode. Donc, si vous percevez des commissions, des honoraires, d'autres types de paiements, frais de courtage, etc., il faut être transparent sur le mode de rémunération. Vous n'êtes pas obligé de tout détailler. De même, l'exception par contre, c'est sur les honoraires. Si vous percevez des honoraires, là, il faut indiquer le montant. Ou à minima, lorsque ce n'est pas possible, la méthode de calcul. C'est la seule exception. Par contre, si vous êtes payé avec des commissions, vous n'avez pas besoin d'indiquer le montant de la commission. Après, on n'est pas à l'abri qu'un client le demande. Un client un peu curieux peut très bien vous demander le montant de la commission que vous percevez. Juridiquement, vous n'avez pas l'obligation de répondre et de lui donner les montants. Après, à vous de voir par rapport à l'effet d'image, etc. C'est peut-être mieux d'être transparent et d'indiquer le montant de la commission. Donc après, c'est à vous de voir, mais il n'y a pas d'obligation. En revanche, il y a l'obligation de communiquer sur la nature de la rémunération perçue. Et chez Netvox, c'est également une information qui figure sur les fiches d'information conseil qui doivent être remises aux clients avant la souscription. On a une petite phrase qui indique le mode de rémunération. Donc voilà pour les 3 grands principes que nous impose la DDA. Donc si on récapitule, le système de rémunération que nous impose la DDA, c'est vraiment un système de rémunération qui ne doit pas aller à l'encontre du client, qui ne doit pas avoir d'effet négatif sur le client. Donc toujours agir dans l'intérêt du client. Et pour cela, les systèmes de rémunération doivent intégrer des critères objectifs. On ne doit pas mettre en place uniquement un critère quantitatif dans la rémunération variable. On doit vraiment prévoir des critères qualitatifs également. Et en plus de ça, on doit être transparent avec nos clients. On doit leur indiquer la rémunération perçue, le mode de rémunération et être transparent sur ce sujet.
Donc oui, vous aurez les slides. Je vois une petite question de Pierre Michel. On vous communiquera les slides à la fin du webinaire, enfin dans les prochains jours. Donc oui, vous aurez toutes les slides. Donc ça, c'était plus sur les principes imposés par la DDA. Là, on va rentrer plus dans le détail justement de chaque type de rémunération et les potentiels conflits d'intérêts qui pourraient se présenter en fonction de chaque type de rémunération et surtout, est-ce qu'ils sont compatibles avec la DDA. Donc le premier type de rémunération qui est dans la définition de la rémunération de la DDA, c'est la commission. Donc la commission, les commissions, donc la commission fixe, grand classique, on est donc sur la rémunération incluse dans la prime d'assurance qui correspond donc à un pourcentage de celle-ci. Donc ça, sur les commissions fixes, pas de problème, on est sur un mode de rémunération qui est compatible avec la DDA et qui ne présente du coup pas de risque majeur en termes de conflit d'intérêts. Ça, c'est pour les commissions fixes. Après, on a d'autres types de commissions qui, elles, peuvent être un petit peu plus risquées en termes de conflit d'intérêts. Donc, c'est les commissions majorées au volume. Donc, un taux de commissionnement qui va être majoré dès lors qu'on va atteindre en fait un volume prédéfini de contrats et d'affaires nouvelles. Donc, ce premier point. Ensuite, on a la surcommission qui peut également être source de conflit d'intérêts et le bonus de rétention. Donc ça, c'est un principe selon lequel la commission va être majorée dès lors que l'affaire est conservée un certain nombre d'années en portefeuille. Donc là, on peut avoir un peu plus de conflit d'intérêts potentiels sur ce type de commission. Pourquoi ? Les commissions majorées, ça va entraîner en fait une orientation possible des affaires afin d'atteindre le volume déclenchant de la majoration. C'est-à-dire dès lors qu'on va être proche du volume prédéfini, on va faire en sorte de faire les affaires nouvelles pour atteindre le seuil et avoir la commission majorée. Donc ça peut entraîner peut-être des ventes qui aillent à l'encontre de l'intérêt des clients. Le surcommissionnement également, si on a un seul support, un seul produit qui est surcommissionné, on va peut-être favoriser davantage la commercialisation de ce produit plutôt qu'un autre, donc pas forcément dans l'intérêt du client non plus. Et le bonus de rétention, à l'inverse, ça va peut-être nous inciter à ne pas déplacer l'affaire, à ne pas proposer une modification de contrat à notre client alors que ses besoins ont évolué et qu'il pourrait nécessiter un changement de contrat. Donc sur ces commissions-là, elles ne sont pas interdites en soi, la DDA nous les autorise, mais il serait plus prudent de les éviter ou du moins de les encadrer strictement par des critères qualitatifs, comme on l'a vu en première partie, de mettre en place donc, des critères qualitatifs sur ces rémunérations-là. Pourquoi ? Parce que c'est sur vous, intermédiaire, que pèse la responsabilité. Ça ne va pas être sur l'assureur qui va mettre en place un surcommissionnement, ça va être sur l'intermédiaire. Donc il ne faut pas conseiller exagérément un support surcommissionné. Pardon, oula, j'ai eu un petit bug sur mon PowerPoint. Je vais revenir là. Tac. Donc ça, c'était sur la partie commission. Je vois qu'il y a quelques questions. J'y répondrai quand j'aurai terminé les slides. Comme ça, ce sera plus simple. On pourra faire vraiment une partie dédiée aux questions. Donc ensuite, sur les honoraires. Les honoraires, là pareil, on a peu de risques de conflit d'intérêts. Donc soit on a les honoraires fixes, donc les sommes qui sont versées par notre client directement auprès du courtier, avec ou sans commission versée par l'assureur. On peut avoir aussi des honoraires variables. Donc là, ce seraient des sommes qui seraient versées directement au courtier en fonction d'un résultat qui serait prédéfini par les parties. Donc étant donné que c'est prédéfini entre le client et son courtier avant même la mise en place des contrats, il n'y a pas forcément de conflit d'intérêt non plus, et on peut avoir des honoraires versés par les porteurs de risque directement. Donc là, les honoraires, on est sur un mode de rémunération qui est plutôt compatible avec la DDA, qui ne présente pas spécialement de risque non plus de conflit d'intérêt. Ensuite, on a les autres types de paiement. Donc là, ça inclut, c'est très large, c'est la définition de la DDA. Autres types de paiement, ça peut inclure finalement pas mal de choses. Ça peut inclure les frais divers, donc des frais de quittance, des frais de sous-facturation, des frais de dossier, des frais de gestion, des frais de courtage.
Donc, c'est des frais divers, c'est assez large. Donc ça ne présente pas non plus de risque majeur de conflit d'intérêts. C'est des rémunérations assez classiques. En revanche, dans les autres types de paiements, on peut avoir deux types de paiements qui, eux, sont un peu plus risqués et présentent davantage de risques de conflit d'intérêts. C'est le précompte et l'escompte. Donc le précompte, c'est un dispositif qui prévoit en fait le versement d'une commission très importante la première année et qui ensuite se réduit progressivement les années de reconduction de contrat. Donc on va toucher tout de suite une commission très importante et ce sera encadré généralement par une clause de durée qui va nous contraindre de conserver en portefeuille le contrat pendant plusieurs années, sous peine de devoir restituer la commission si jamais le contrat est résilié de manière anticipée. Donc ça, c'est le précompte. Et ensuite, on a l'escompte, qui est un petit peu similaire, qui consiste là à anticiper la première année donc, des commissions sur une partie des commissions des années suivantes. Donc la première année, on va avoir une commission encore plus importante également. Par exemple, au lieu d'avoir 10% chaque année, la première année, on va avoir 30% et ce sera diminué les années suivantes. Donc la commission, elle est versée par anticipation dans sa totalité lors de la souscription du contrat. Donc sur le précompte et l'escompte, on a un risque de conflit d'intérêts potentiel. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir un risque d'absence de réactualisation du conseil. C'est-à-dire que les assureurs, s'ils imposent notamment une clause de durée, de conserver le contrat en portefeuille 2 à 3 ans, sous peine de perdre la commission, ça veut dire qu'en tant qu'intermédiaire, on pourrait être tenté de ne pas prendre en compte les besoins de l'assuré qui sont susceptibles d'évoluer et de ne pas lui proposer un nouveau contrat alors que ses besoins ont évolué. Tout ça pour ne pas perdre la commission et ne pas devoir restituer cette commission. Donc pendant la clause de durée de 2 à 3 ans, on va finalement être tenté de ne pas faire évoluer les contrats quand bien même les besoins de l'assuré le nécessiteraient. Et on pourrait même dissuader l'assuré de modifier ce contrat d'assurance alors même que l'évolution de ses besoins le nécessiterait. Donc c'est ça le risque de conflit d'intérêt qu'on peut avoir sur ce type de rémunération. Ça peut entraîner des comportements déviants de la part des intermédiaires en assurance. Et le deuxième risque de conflit d'intérêt, c'est l'inverse. On pourrait avoir des intermédiaires qui vont être tentés de migrer des contrats, de migrer des assurés vers de nouveaux contrats, de le faire changer de contrat alors que ses besoins ne le nécessitent pas forcément. Tout ça pour pouvoir encaisser une nouvelle commission précomptée très importante. Donc dès lors que finalement la durée minimale de rétention, la clause de durée est passée, les intermédiaires pourraient être tentés de tout de suite modifier les contrats de ces assurés alors que les besoins ne nécessitent pas forcément un changement, tout ça pour pouvoir retoucher une commission précomptée. Donc c'est pour ça que sur ces deux types de rémunération, précompte et escompte, on a un risque important de conflit d'intérêts. Il faut savoir que c'est des formes de rémunération qui ne sont pas interdites en soi par la DDA, mais qui sont quand même dans le viseur des autorités de contrôle, donc notamment l'ACPR. Je pense que vous connaissez la CPR, hein, donc elle est susceptible de nous contrôler et il semblerait que ce soit des types de rémunération qui soient dans son viseur. Donc attention, il faut être vraiment très prudent si on a des précomptes et des escomptes qui sont mis en place. Il faut veiller vraiment à prévenir les conflits d'intérêts qu'elles pourraient entraîner. Donc il faut surveiller cette pratique. Enfin, pour finir, le dernier type de rémunération, c'est donc tout avantage de toute nature économique ou autre. Donc ça, c'est assez large également. Ça inclut généralement tout ce qui va être cadeaux, voyages, challenges commerciaux. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Netvox également, on met en place des challenges commerciaux et ces challenges commerciaux peuvent prévoir l'octroi d'une rémunération complémentaire, de cadeaux, chèques cadeaux, des cadeaux en nature ou même des voyages. Et c'est lié généralement à l'atteinte d'un objectif de production d'affaires nouvelles sur une période donnée. Donc là encore, tout ce qui est challenge commerciaux, ça doit être encadré pour éviter de porter atteinte à l'indépendance, à la loyauté du conseil et éviter les conflits d'intérêts. Donc, comme on l'a vu en première partie, pour les challenges commerciaux, il faut également introduire des critères qualitatifs.
Il faut vraiment que le challenge ne soit pas uniquement fondé sur un nombre de contrats d'affaires nouvelles à créer. Il faut introduire du qualitatif. Donc, par exemple, on peut introduire la mesure de la satisfaction client, le suivi des réclamations, la prise en compte d'indicateurs liés à la formation. On peut également prendre en compte la conformité du processus de souscription, c'est-à-dire que si on a une signature de qualité, un taux de transformation de contrat intéressant, une remise des informations précontractuelles conformes, ça peut jouer donc en la faveur pour les résultats. Et ce qu'on peut faire également, et ce qu'on met en place chez Netvox, c'est une période d'observation post-challenge. C'est-à-dire qu'à la fin du challenge, plutôt que de tout de suite avoir des résultats définitifs et donner les dotations, on va mettre en place une petite période d'observation, de challenge, post-challenge, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des contrats atypiques, des contrats sans effet, des produits résiliés de manière anticipée, des réclamations, et s'assurer voilà, qu'il n'y a pas eu de comportement déviant et que le devoir de conseil a bien été respecté et que la déontologie a bien été respectée. Donc ça peut être intéressant pour vous aussi, si vous mettez en place des challenges, de mettre en place des périodes d'observation post-challenge. Donc quelques conseils de manière générale si vous organisez des challenges au sein de vos structures. Donc c'est de prévoir des challenges d'une durée raisonnable. J'ai mis 3 mois, mais ça peut être moins. Mais ce qu'il faut éviter, c'est les challenges très courts d'une semaine, 2 semaines. Ça, il faut éviter. Vaut mieux partir sur des durées d'1 mois, au minimum quand même. Il faut éviter d'objectiver le challenge sur un seul produit ou sur la gamme d'un seul assureur, parce que forcément, ça va, c'est susceptible d'être source de conflit d'intérêts. Il vaut mieux le prévoir sur plusieurs produits plutôt qu'un seul. On peut éviter aussi, si possible, surtout dans les très grosses structures, de diffuser des résultats temporaires avant la fin, parce que ça peut-être, si les résultats sont très serrés au niveau des premières places, entraîner des comportements déviants du personnel. Prévoir donc une période d'observation post-challenge, comme on l'a vu, ça peut être intéressant. Et ce qui peut être également intéressant si vous organisez des challenges, c'est de rédiger un règlement écrit qui permet d'engager votre personnel sur certains principes déontologiques, leur rappeler leurs obligations et leur indiquer que si les obligations déontologiques et réglementaires ne sont pas respectées, ils pourraient aussi les résultats pourraient ne pas être pris en compte parce que voilà, au-delà du quantitatif, il faut respecter tous ces critères qualitatifs. Et dernier petit conseil qui peut être intéressant aussi de mettre en place, c'est de prévoir des sortes de primes compliance dans la rémunération des commerciaux. Donc dans la rémunération variable, de prévoir une prime dès lors que toutes les obligations relatives au réglementaire, à la prévention des conflits d'intérêts, etc., est respectée, que ces critères qualitatifs sont respectés. Ça peut être un moyen de prévenir tous ces conflits d'intérêts et tous ces comportements déviants. Du coup, je vais regarder un petit peu les questions qui ont été posées avant de voir le dernier petit point. Alors, quel article nous indique que nous n'avons pas d'obligation de donner le montant de notre rémunération ou de notre commission? Alors, je n'ai pas le numéro de l'article exact du Code de l'assurance en tête, ni celui de la DDA, mais alors, je pourrais vous le communiquer, parce que je vais noter les questions. Et je mettrai un petit tableau à la fin des slides, questions-réponses, comme ça je vous remettrai, si vous voulez, toutes les sources légales, donc les noms des articles, de la directive et du Code des assurances. Mais on a bien un article qui nous demande simplement d'indiquer le mode de rémunération et pas le montant. Par contre, cet article précise bien que si on perçoit des honoraires, là, il faut communiquer le montant. Donc ça, attention, si c'est le cas, il faut être plus précis. Donc je vous mettrai toutes les sources juridiques en annexe des slides. Comme ça, vous aurez tout. Est-on limité en fonction d'un type de contrat d'assurance à un montant donné de frais de dossier à la souscription pour rester dans les clous par rapport à la DDA? Alors, frais de dossier, est-ce que vous parlez de frais de courtage ou pas?
Normalement, il y a vous pouvez mettre en place des frais de dossier, des frais de courtage sur chaque contrat. Il n'y a pas forcément de différence en fonction du type de contrat, du type de risque pour moi, hein. Après, il y a certainement des montants quand même à ne pas dépasser pour être dans des frais raisonnables forcément et être dans les clous par rapport à la DDA. Et surtout, il faut être transparent par rapport à ces frais qui sont mis en place vis-à-vis de vos clients. Être transparent sur les frais de dossier appliqués, les frais de courtage, etc. Après, vous pouvez appliquer les mêmes frais en fonction de chaque contrat. Quelles sont les sanctions à la non-réactualisation du conseil? La DDA recommande-t-elle une fréquence de révision? Alors, elle n'impose pas forcément, elle vous impose pas forcément de revenir tous les mois vers vos clients pour voir si leurs besoins ont évolué. Parce que bon, quand vous avez énormément de clients, un portefeuille très important, ça ne paraît pas non plus forcément envisageable. Par contre, elle vous impose quand même voilà, si un client revient vers vous et souhaite potentiellement modifier son contrat, etc., elle vous impose quand même de voilà, refaire la demande le recueil de besoins et vous assurer que le contrat que vous lui aviez fait signer à l'époque correspond toujours à ses besoins ou si au contraire il nécessite peut-être quelques évolutions. Après, elle ne nous demande pas forcément à nous de revenir vers chacun de nos clients au bout d'un an pour envisager des évolutions. Mais par contre, il faut venir, si le client revient vers vous, là, il faut faire la démarche quand même de s'assurer que son contrat correspond toujours à ses besoins. Et s'il revient vers vous, c'est que potentiellement, il a des nouveaux besoins, des nouvelles demandes. Et, voilà. Et là, vous êtes censé le conseiller par rapport à ça. Alors, il y a une question, comment est-ce encadré? Mais du coup, je ne sais pas forcément à quoi ça correspond, parce qu'elle a dû être posée à un moment où je parlais d'un sujet en particulier. Donc, c'est Pierre Michel, si vous pouvez reposer la question un peu plus détaillée. J'y répondrai si je peux. Emmanuel, c'est un peu hypocrite. La compagnie ou le grossiste met en place un challenge et la responsabilité repose sur le courtier. Alors, c'est pas forcément hypocrite parce que c'est vrai que oui, c'est la compagnie ou nous, grossistes, qui mettons en place des challenges pour booster les ventes etc. Mais derrière, c'est quand même le rôle du courtier, de l'intermédiaire, de mettre en place un devoir de conseil et de s'assurer que même s'il y a des challenges en place sur tel ou tel produit, ce qui compte pour vous, c'est vraiment l'intérêt de votre client. Et si malheureusement vous n'arrivez pas à forcément distribuer le contrat sur lequel il y a un challenge, bah, on va dire que c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est vraiment de privilégier l'intérêt de vos clients. Donc voilà, même si un challenge est en place, c'est quand même sur vous que pèse la responsabilité de ne pas survendre un produit qui est surcommissionné ou un produit qui est challengé. Il faut toujours faire primer l'intérêt du client. Donc c'est sûr que la responsabilité pèse plus sur les intermédiaires que les compagnies. Pour le coup, voilà. Ça reste notre rôle à nous en tant qu'intermédiaire. Alors, où j'en suis? Donc Olivier, doit-on présenter un minimum de contrats, 2, 3 ou plus? Donc là, je pense que c'est plus une question par rapport au devoir de conseil. Donc en fait, tout dépend du niveau de conseil. Il y a plusieurs niveaux au niveau du conseil, soit on est sur un niveau 1, soit un niveau 2, soit un conseil personnalisé. Dans le cas d'un niveau 1, vous pouvez très bien présenter 2 contrats auprès du client. Par contre, si vous êtes sur un niveau personnalisé, là, vous allez présenter plusieurs contrats et le conseil doit être beaucoup plus poussé. Mais sur un conseil classique de niveau 1, proposer 2 offres suffit. Donc tout dépend du niveau de conseil. Il y a plusieurs niveaux. Donc ça, vous pouvez vous renseigner à ce sujet sur différents sites ou si vous voulez, je pourrais vous mettre en annexe les différents niveaux de conseil et les obligations associées, parce que ça prend un petit peu de temps, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que sur un niveau classique, proposer 2 offres suffit. Vous n'avez pas besoin d'en proposer 5, 6, 2 suffisent. Quid si le client demande directement le montant des rétros?
Alors, vous n'êtes pas obligé, ce que je disais, de communiquer sur le montant de ce que vous percevez, sauf pour les honoraires. Donc, si un client vous le demande, finalement, c'est à vous de faire le choix. Est-ce que vous souhaitez être transparent jusqu'au bout et leur communiquer pour éviter un effet d'image en cas de refus de communiquer sur ça? Donc là, c'est à vous de décider. Vous n'avez pas d'obligation juridique, mais c'est peut-être mieux en termes d'image de communiquer si jamais un client se montre curieux et souhaite le savoir. Et sur les honoraires, comme je le disais, là, vous avez l'obligation. Laurent, bonjour. A-t-on l'obligation d'afficher les rémus, honoraires et autres en bureau de réception? Alors, vous n'êtes pas obligé. On est obligé d'être transparent et de communiquer sur le type de rémunération avant la souscription du contrat. Après, vous n'êtes pas obligé de l'afficher en tant que tel sur une affiche dans votre bureau. À vous de voir. Ça peut être un moyen d'être transparent, mais vous pouvez très bien le remettre sur un document en amont de la souscription. Donc nous, chez Netvox, on l'écrit sur les fiches d'info conseil. Donc c'est des fiches qui récapitulent le besoin du client, l'offre qu'on lui a proposée et qui mentionnent également d'autres informations obligatoires. Et on a également une information sur la rémunération. Donc si vous remettez des fiches de ce type, vous n'avez pas besoin en plus de l'afficher dans vos locaux. Ça, c'est à vous de voir. Par contre, ça peut être intéressant de l'afficher pour tout ce qui est challenge, puisque les challenges, généralement, c'est temporaire. Donc, ça paraît plus compliqué de l'indiquer à chaque fois sur tous les documents, parce que ça change souvent. Donc, dans ces cas-là, ça peut être intéressant de mettre, de l'afficher dans les bureaux, qu'un challenge est en cours, etc. Olivier, doit-on, dans ce cas, aller chercher d'autres contrats avec des porteurs de risques différents si les besoins ont évolué? Oui, si un client vient vers vous et vous indique que ses besoins ont évolué, vous devez dans ces cas-là refaire une analyse. Vous devez bah, refaire un recueil de besoins. Si par exemple l'assuré avait un contrat en santé et qu'à l'époque il ne portait pas de lunettes et qu'il n'était pas souvent malade, mais que là il revient vers vous en vous disant que sa vue s'est détériorée, qu'il a un besoin de lunettes important et en plus de ça qu'il est tombé malade et qu'il est souvent hospitalisé, ses besoins ont évolué. Donc là, c'est votre devoir en tant qu'intermédiaire et distributeur de recueillir ces nouveaux besoins et peut-être lui proposer un contrat sur lequel il sera mieux couvert en termes d'optique et en termes d'hospitalisation, avec des options plus intéressantes, etc. Donc si un client vient vers vous en indiquant que ses besoins ont évolué, vous devez refaire la démarche du recueil du besoin, du devoir de conseil et lui proposer des offres. Avez-vous un doc de recueil des besoins à disposition des courtiers? Alors, normalement, oui. Sur l'espace Netvox, vous avez les fiches info conseil. Donc, c'est des fiches qui récapitulent en fait le besoin des assurés. Donc, vous pouvez vous servir de cette fiche-là. Même pour, si vous avez besoin de recueillir des besoins, la fiche récapitule tout en fonction de chaque branche, auto, santé, etc. Donc, normalement, elles sont à disposition dans votre espace. Comment allons-nous faire passer les commerciaux d'une culture performance à une culture conformité? Eh ben ça, c'est tout un, c'est tout un programme. Là, après, ça passe par de la sensibilisation, je pense. Il faut sensibiliser au mieux votre personnel et les commerciaux sur le fait que, certes, voilà, il y a la culture de la performance parce qu'ils souhaitent être performants dans leur travail et commercialiser un maximum de contrats et ils ont souvent donc cet esprit quantitatif en tête. Mais au-delà de ça, il faut vraiment les sensibiliser à l'aspect conformité et que finalement, c'est le plus important au-delà du quantitatif, c'est d'agir dans l'intérêt du client et de toujours proposer au client un contrat qui correspond au mieux à ses besoins. Voilà, il faut quand même leur indiquer qu'on est des structures soumises au contrôle de la CPR et que la CPR, l'autorité donc de contrôle, s'assure que nous respectons nos obligations par rapport à la DDA, notre devoir de conseil, et que les risques de sanctions, si la CPR vient nous contrôler et se rend compte que on est plus dans la performance justement que dans la conformité, les sanctions peuvent être lourdes. Donc, il faut bien sensibiliser vos collaborateurs par rapport à ça aussi,
que la conformité, c'est dans l'intérêt du client, mais aussi dans votre intérêt de respecter la réglementation pour éviter toute sanction en cas de contrôle. Et voilà, et après, vous pouvez les motiver aussi avec des systèmes de rémunération justement basés aussi sur le qualitatif et mettre en place des variables qui ne sont pas uniquement fondées sur le quantitatif et le nombre de contrats, mais sur la conformité et leur indiquer que si les critères de conformité sont respectés de leur côté aussi, il y a une récompense au bout. Il faut essayer de les motiver autrement et pour faire passer des messages et les sensibiliser au mieux sur ces sujets-là. Ensuite, j'ai une autre question. Qu'en est-il au devoir de conseil, aux obligations DDA et ACPR lorsque la personne souscrit en ligne avec une adhésion 100% en ligne sans contact téléphonique ou physique avec le courtier? Donc sur les contrats 100% en ligne, donc généralement le recueil de besoins se fait en ligne justement, donc sur le site internet. On va venir recueillir le besoin dans le cadre de la réalisation du devis. Et par internet, on est censé, en tant que client, hein, lorsqu'on a indiqué notre besoin et fait notre devis, on est censé avoir une offre ou deux offres qui nous sont proposées. Et normalement, les offres qui ressortent de la suite à notre devis et au recueil du besoin sont censées être en adéquation justement avec notre besoin. Et dans ces cas-là, les offres proposées correspondent aux besoins du client. Et si on souscrit, lorsqu'on souscrit en ligne, on a justement toutes les informations précontractuelles qui sont éditées, donc l'IPID, la fiche info conseil. Et on est censé, même en ligne, avant de souscrire définitivement, avoir ces documents pour les regarder et s'assurer qu'effectivement, ça correspond à nos besoins. Après, c'est sûr que le devoir de conseil 100% en ligne est beaucoup moins poussé et beaucoup moins précis peut-être qu'une adhésion téléphonique ou physique avec un courtier. Ce ne sera jamais autant qualitatif, mais les courtiers qui mettent en place donc, des systèmes d'adhésion 100% en ligne se doivent quand même d'assurer un minimum le respect du devoir de conseil, le recueil du besoin et tout ça. Donc voilà. Je crois que c'était la dernière question, parce que du coup, j'en ai pas d'autres. Je vais quand même aller voir dans la partie questions-réponses s'il y a d'autres questions. Tac. Alors, dans le cas d'un précédent webinaire, on nous a fait état d'un seul devis et amené le client vers le contrat qui lui correspond au mieux, au risque que le client se dirige vers un devis moins cher. Et garantie, car celui-ci reste novice. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre tous les tenants de la question, mais dans tous les cas, si un seul devis est réalisé par le client, si dans votre gamme de produits, plusieurs produits correspondent, vous êtes censé lui proposer finalement celui qui est le mieux adapté, mais vous pouvez très bien en proposer aussi deux et lui indiquer pourquoi entre les deux, il y en a un qui correspond un peu mieux, mais l'autre peut correspondre également. Donc ça dépend du niveau de conseil, encore une fois, que vous mettez en place. Si on est sur un niveau personnalisé, dans ces cas-là, là, on va y avoir une vraie comparaison entre les offres et le devoir de conseil sera beaucoup plus poussé. Si on est sur un devoir de conseil très simple, là, vous pouvez également proposer un seul contrat. Hein. Si un contrat correspond aux besoins, vous pouvez proposer un seul contrat. Ça dépend du niveau de conseil qui est mis en place. Il peut être du plus simple au plus personnalisé et compliqué. Mais dans ces cas-là, si on est sur un devoir de conseil personnalisé, il faut appliquer toutes les obligations imposées. Alors, j'ai une question de Guillaume. Est-ce que la rémunération doit être renseignée de manière similaire aux apporteurs d'affaires? Oui. Oui. La rémunération doit également être renseignée aux apporteurs d'affaires. Ensuite, il y a une question de Jean-Luc. Bonjour, si le courtier n'a pas beaucoup de codes avec différentes compagnies, est-ce qu'il est en défaut de conseil si les compagnies ont refusé de lui ouvrir? Non. Enfin, si certaines compagnies n'ont pas ouvert de code et que vous ne pouvez donc pas distribuer leur contrat, si un client vient vous voir, vous répondez à son besoin par rapport au contrat que vous avez à disposition finalement.
Donc non, vous ne serez pas en défaut de conseil, sauf si dans la gamme que vous avez, il n'y a vraiment rien finalement qui peut répondre aux attentes du client. Il ne faut pas lui proposer un contrat par défaut si celui-ci ne correspond pas du tout aux besoins de l'assuré. Attention aussi, il faut vous couvrir dans ces cas-là. N'allez pas proposer un contrat qui ne correspond pas aux besoins de votre client. Si malheureusement vous n'avez rien qui peut correspondre parce que vous n'avez pas forcément ouvert des codes avec beaucoup de compagnies, il faut mieux ne rien proposer plutôt que de proposer un contrat par défaut qui ne correspond pas à son besoin et que derrière ça puisse entraîner des problématiques et un défaut de conseil qui sera peut-être facile à prouver pour l'assuré. Donc faites attention quand même. Je pense que du coup, on va arrêter là. Il est 12h51. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser directement aux équipes Netvox. On pourra y répondre dans un second temps à froid, comme on dit. Et toutes les questions qui ont été posées là, on va les mettre dans un QR à la fin des slides qu'on vous enverra. Comme ça, vous aurez toutes les questions et les réponses à disposition. Mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les envoyer, on y répondra. Merci en tout cas à tous et puis bonne journée.